La première fois que j'ai vu les trois sœurs Beaumont ensemble, j'ai cru halluciner sous le soleil de plomb de la Martinique. Trois femmes identiques, vêtues de blanc immaculé, traversant la véranda du manoir en parfaite synchronisation, comme si elles ne formaient qu'une seule personne, reflétée dans de multiples miroirs. J'avais 22 ans. J'avais été acheté par le patriarche Laurent Beaumont 6 mois plus tôt à peine, et je ne comprenais toujours pas dans quel enfer tropical j'étais tombé. Je m'appelais Gabriel, un nom fictif, volé lors de mon baptême forcé à 15 ans, mais le seul que la société coloniale m'autorisait à porter. Et si vous pensez connaître cette histoire, si vous pensez en connaître la fin, vous devez écouter attentivement ce que je vais vous raconter. Car ce qui s'est passé entre les triplés Beaumont et moi en 1761 n'était pas un simple scandale. C'est l'événement qui a failli anéantir toute l'élite coloniale bordelaise et changer à jamais les lois sur le métissage en France. Abonnez-vous dès maintenant car cette histoire vous mènera là où vous ne vous y attendez pas et commentez votre point de vue. Ceci n'est pas un roman, c'est une confession. Permettez-moi de commencer par vous expliquer qui j'étais avant de devenir l'esclave qui a mis enceinte 3 filles. Je suis né au Sénégal, dans la région du Cayor, fils d'un forgeron respecté et d'une tisserande talentueuse. Mon vrai nom signifiait « celui qui marche avec les lions » en wolof. Un nom de courage que mes parents m'ont donné dans l'espoir que je devienne un guerrier comme mon grand-père. Mais à 15 ans, lors d'une de ces guerres tribales que les marchands français encourageaient secrètement pour alimenter le trafic d'esclaves, j'ai été capturé et vendu à des trafiquants à Gorée. 6 mois dans la cale d'un navire négrier. Je ne décrirai pas cette horreur. Certaines atrocités sont indescriptibles. Il suffit de dire que sur les 240 Africains qui embarquèrent, seuls 163 survécurent à la traversée. Je figurais parmi les survivants non par chance, mais parce que j'étais jeune, fort et que j'appris très vite la règle fondamentale de l'esclavage, devenir trop précieux pour être gaspillé. J'ai d'abord été vendu à une plantation de canne à sucre à Saint-Domingue. Cette première année aurait dû me tuer. Le travail dans les champs de canne à sucre, sous la coupe de contremaîtres sadiques, tuait la plupart des esclaves en moins de 7 ans. Mais j'avais un atout que les autres n'avaient pas, une intelligence vive et indomptable. J'ai appris le français en 3 mois, simplement en écoutant. J'ai appris à lire en volant de vieux journaux dans les poubelles des maîtres. J'ai appris les mathématiques en observant le contremaître faire des calculs. Laurent Beaumont me remarqua lors d'une de ses visites d'inspection dans les plantations qu'il finançait en partie grâce à son empire commercial bordelais. Il me vit résoudre un problème logistique qui avait intrigué son contremaître blanc, la réorganisation du système d'irrigation, afin d'accroître la productivité. Beaumont était certes un négrier, mais avant tout un marchand. Il savait reconnaître la valeur. « Vous lisez » m'a-t-il demandé directement en français. « Oui, monsieur » ai-je répondu, gardant les yeux baissés comme prévu. « Pouvez-vous le calculer ?»« Oui, monsieur. » Il m'acheta le jour même pour 3 fois le prix d'un esclave des champs. Je fus transporté non pas dans la cale du navire, mais dans la cabine d'un membre d'équipage, un privilège extraordinaire. À notre arrivée en Martinique, où Beaumont avait installé son principal commerce colonial, je fus affecté non pas au champ, mais à la maison principale comme son secrétaire particulier. Comprenez bien ceci, je n'étais pas libre. Le privilège n'est pas la liberté. Je portais des vêtements de qualité au lieu de haillons, mais ils étaient marqués d'insignes de couleur indiquant mon statut d'esclave. Je mangeais mieux que les esclaves des champs, mais jamais à la même table que les Blancs. J'avais une chambre privée au lieu de dormir dans les quartiers communs des esclaves, mais la porte n'avait pas de serrure de l'intérieur. N'importe quel Blanc pouvait entrer quand il le voulait. J'étais un bien précieux, traité comme un cheval de course de grande valeur, mais j'étais toujours un bien. Laurent Beaumont avait 3 filles, Marguerite, Sophie et Isabelle. Des triplés nés en 1739, aujourd'hui âgés de 22 ans, exactement mon âge. Cette coïncidence, cette synchronicité d'âge aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Le destin me réservait un sort cruel. Mais j'étais jeune,
et même les jeunes esclaves peuvent être assez naïfs pour croire qu'il existe des refuges en enfer. Les triplés avaient été envoyés en Martinique en mars 1761 par leur père, lassés de leur refus de se marier dans la société bordelaise. Laurent espérait que le milieu colonial, avec moins de prétendants mais une pression sociale plus forte pour se marier rapidement en raison des risques de maladies tropicales, contraindrait ses filles à accepter enfin des propositions convenables. C'était une stratégie courante. Les familles métropolitaines envoyaient leurs filles rebelles dans les colonies en espérant qu'un exil temporaire les rendrait plus dociles. Mais les triplés Beaumont n'étaient pas des femmes qui se laissaient facilement soumettre. Marguerite était la meneuse née, non pas l'aînée de naissance. Elles étaient toutes nées à un rythme si rapide que la sage-femme n'avait même pas pu déterminer l'ordre exact. Mais la plus décisive, celle qui prenait les décisions quand les trois avaient besoin d'être guidés. Sophie était l'intellectuelle, toujours un livre à la main, posant sans cesse des questions qui mettaient mal à l'aise les prêtres coloniaux. Isabelle était la plus émotive, celle qui ressentait tout intensément et exprimait les émotions que ses sœurs gardaient pour elle. Et toutes trois étaient d'une beauté troublante. Je ne le dis pas par concupiscence. Durant les premiers mois, je les voyais simplement comme trois autres femmes blanches, trois autres personnes ayant un pouvoir absolu sur mon existence. Mais il était impossible de ne pas les remarquer. Des cheveux noirs qui contrastaient fortement avec une peau pâle, des yeux bleu-gris qui semblaient percer les masques sociaux, des corps sculptés par les plus beaux corsets et robes que l'argent de la traite négrière pouvait acheter. Ma tâche consistait à gérer la correspondance des triplés, à tenir les comptes du foyer et à superviser les 12 autres domestiques. C'était une fonction de confiance qui me plaçait constamment à proximité des sœurs. Je les voyais tous les jours, plusieurs fois par jour. J'apportais leurs courriers, transmettais leurs réponses et organisais leurs rencontres avec la petite élite coloniale de Fort-de-France. Durant les 2 premiers mois, nos échanges furent purement fonctionnels. Ils donnaient des ordres, j'obéissais. Ils me traitaient avec la courtoisie distraite que les aristocrates réservent à leurs domestiques compétents, ni cruellement ni chaleureusement, simplement avec une indifférence polie. Et je gardais mes distances, conscient qu'un faux pas, un mot de travers, un regard de travers pouvait me valoir un coup de fouet, voire pire. La première fissure dans cette distance soigneusement maintenue apparut en mai, lors d'un après-midi particulièrement étouffant où la chaleur tropicale rendait le moindre mouvement pénible. J'étais dans la bibliothèque, en train de ranger les livres arrivés de Bordeaux, quand Sophie entra à la recherche de quelque chose à lire. « Gabriel !» dit-elle. Et même alors, je remarquai quelque chose de différent. Elle utilisa mon nom et non pas simplement « toi » ou « esclave », comme la plupart le faisaient. « Lis-tu ces livres ?» C'était une question délicate. Répondre par l'affirmative pouvait être perçu comme de la présomption. La nier aurait été un mensonge flagrant, étant donné que j'analysais manifestement les titres avec discernement. Je lis lorsque mes fonctions me le permettent, mademoiselle Sophie, ai-je répondu avec précaution. Monsieur Beaumont me le permet, à condition que cela n'empiète pas sur mon travail. Et que pensez-vous de Montesquieu ? Elle prit un volume de l'Esprit des lois que je venais de poser sur l'étagère. Comprenez-vous ce qu'il écrit sur l'esclavage ? Mon cœur s'est emballé. Était-ce une épreuve, un piège ? Montesquieu critiquait l'esclavage sur le plan philosophique, arguant qu'il était contraire au droit naturel. Un esclave discutant de telles idées avec une femme blanche pouvait être accusé d'insubordination, de semer les germes de la rébellion. « Je comprends vos propos, mademoiselle », ai-je répondu d'un ton neutre. « Que je sois d'accord ou non, il ne m'appartient pas d'avoir un avis sur votre philosophie. » Sophie m'observa avec une intensité gênante. « C'est une réponse diplomatique. Mais vous avez des opinions, n'est-ce pas ? Un homme qui lit Montesquieu se forge forcément des opinions sur ce qu'il lit. »« Mademoiselle Sophie, dis-je prudemment, un homme réduit en esclavage qui exprime certaines opinions ne le reste pas longtemps. Généralement, il est vendu ou tué. Je préfère continuer à vivre. » Son expression changea légèrement. Pas vraiment de la pitié, mais peut-être la première lueur d'une véritable reconnaissance de mon humanité. « C'est honnête au moins, et triste. » Elle marqua une pause, puis ajouta «
Tu peux me parler librement, Gabriel. Je te promets que rien de ce que je dirai ne sera retenu contre toi. Je n'y croyais pas. Comment aurais-je pu? Les promesses des maîtres à leurs esclaves n'étaient que du vent. Elles se dissipaient dès qu'elles devenaient gênantes. Mais Sophie insista, et nous nous mîmes à parler. D'abord du livre qu'elle tenait, puis d'autres livres, d'idées philosophiques, de la contradiction flagrante de ces Français éclairés qui défendaient la liberté naturelle tout en réduisant en esclavage des millions d'Africains. Cette conversation dura une trentaine de minutes. Lorsqu'elle prit fin, Sophie partit avec 3 livres, et je restai seul, tremblant légèrement. Car j'avais franchi une limite invisible mais cruciale. J'avais conversé avec une femme blanche, non pas d'esclave à femme, mais d'égal à égal sur le plan intellectuel. Et c'était dangereux, d'une manière que je ne comprenais pas encore pleinement. Sophie l'a raconté à ses sœurs. Bien sûr, les triplés partageaient tout. 2 jours plus tard, c'est Marguerite qui est venue me trouver, cette fois dans le petit bureau où je tenais les registres de la plantation. Elle a fermé la porte derrière elle, un geste qui m'a mise en alerte maximale. Une femme blanche, seule dans une pièce fermée avec une esclave, c'était une situation qui pouvait mener à des accusations fatales. « Sophie dit que tu es intéressante », déclara Marguerite sans préambule, « que tu réfléchis vraiment et pas seulement que tu obéis. »« Mademoiselle Marguerite, » commençai-je en m'efforçant de garder une voix calme, « j'obéis toujours. Mes pensées ne doivent en aucun cas interférer avec... » « Détends-toi, Gabriel. » Elle s'assit sur la chaise en face de mon bureau, un autre geste d'une familiarité déconcertante. « Je ne suis pas là pour te punir d'avoir un cerveau qui fonctionne. Au contraire, je suis curieuse. Nous sommes tous les 3 curieux. » « Curieuse de quoi, mademoiselle ? » ?»« À propos de vous, à propos de ce que c'est que d'être vous. Un homme manifestement intelligent, instruit et compétent, mais pris au piège d'un système qui vous traite comme un objet. Sophie dit que vous lui en avez parlé honnêtement. Je veux l'entendre aussi. Et c'est ainsi que tout a commencé. Des conversations qui, au départ, tournaient autour de livres et d'idées, mais qui, peu à peu, ont abordé des sujets plus personnels. Les 3 sœurs ont commencé à me solliciter régulièrement, toujours individuellement au début, toujours dans des coins semi-privés de la maison. Elles me posaient des questions sur ma vie avant l'esclavage, sur ma famille au Sénégal, sur la façon dont j'avais survécu à la traversée de l'Atlantique, sur ce que je pensais de la société coloniale. J'aurais dû m'arrêter, j'aurais dû formuler des réponses brèves, neutres, décourageantes. Mais j'étais seul depuis si longtemps, non pas physiquement, mais intellectuellement, émotionnellement. Il n'y avait personne avec qui je pouvais avoir de vraies conversations. Les autres esclaves me regardaient avec suspicion, à cause de ma proximité avec les maîtres. Les Blancs me voyaient comme un outil, non comme une personne, et voilà que 3 femmes intelligentes et instruites semblaient sincèrement s'intéresser à moi en tant qu'être humain. C'était l'appât parfait, et j'ai mordu à l'hameçon sans hésiter. En juin, les conversations commencèrent à inclure les 3 sœurs simultanément. Elles venaient ensemble à mon bureau, tard le soir, quand tout le monde dormait, et nous discutions pendant des heures. De tout, philosophie, politique, religion, littérature. Elles débattaient entre elles et avec moi, considérant mes opinions comme valables. C'était enivrant. Pour la première fois depuis mon enlèvement à 15 ans, je me sentais à nouveau humain, non plus comme un objet, non plus comme un outil, mais comme une personne. J'ai été assez naïf pour croire que cela pouvait rester purement intellectuel. Le changement a commencé en juillet. D'abord, de petites choses. Isabelle, qui me touchait le bras en parlant. Sophie, qui s'asseyait trop près de moi. Marguerite, qui me fixait du regard trop longtemps. Je reconnaissais les signes, mais je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Des femmes blanches? Non, c'était impossible. Mais ce n'était pas impossible. C'est précisément ce qui se passait. Un soir de juillet, alors qu'ils venaient tous les 3 à mon bureau comme d'habitude, Marguerite a verrouillé la porte derrière eux. J'ai eu un coup au cœur. « Gabriel, dit-elle d'une voix différente, plus basse, plus intime, nous devons avoir une conversation franche. Mademoiselle Marguerite, si j'ai fait quelque chose d'inapproprié... » « Non, vous ne l'avez pas fait. C'est nous, » l'interrompit Sophie. « Nous 3,
avons développé des sentiments pour vous, des sentiments que nous n'aurions pas dû éprouver. La peur qui m'envahit à ce moment-là était intense. Était-ce un test? Un piège? Cherchait-il à me tester pour voir si j'oserais admettre une attirance réciproque afin de pouvoir m'accuser d'être trop mature? Mesdames, ai-je réussi à dire, vous êtes mesdames. Je suis la propriété de votre père. Je ne peux pas, je n'ose pas, éprouver pour vous des sentiments autres que le respect et l'obéissance qui vous sont dus. C'est un mensonge, dit Isabelle doucement. Nous voyons aussi comment tu nous regardes, Gabriel. Tu essaies de le cacher, mais nous le voyons. Elle avait raison, et le nier aurait été inutile. Oui, je l'ai trouvé attirant. Oui, lors de nos conversations nocturnes, j'avais commencé à ressentir quelque chose qui dépassait la simple prudence. Mais l'admettre à voix haute, c'était signer mon arrêt de mort. Même si je ressentais quelque chose, dis-je prudemment, cela ne changerait rien à la réalité fondamentale. Tu as un pouvoir absolu sur moi. Tout ce qui s'est passé entre nous ne pourrait plus jamais être pareil, ne pourrait plus jamais être libre. Ce serait moi qui étais utilisé, peu importe comment nous essayons de l'interpréter autrement. Marguerite s'approcha et instinctivement, je reculai jusqu'à ce que mon dos touche le mur. Et si nous garantissions votre sécurité? Et si nous vous promettions que vous ne seriez jamais punis, jamais vendus, que vous seriez protégés? Les promesses faites par les maîtres à leurs esclaves, dis-je d'une voix légèrement tremblante, peuvent être rompues dès qu'elles deviennent gênantes. Vous avez tout le pouvoir. Je n'en ai aucun. Cela ne justifie en rien quoi que vous suggériez. Sophie me caressa le visage. Un geste si intime et si interdit qu'il me fit frissonner de la tête aux pieds. C'est peut-être une base terrible, mais c'est la seule que nous ayons. Le monde ne nous permet pas de t'avoir autrement. Et nous te voulons, Gabriel. Nous te voulons tous les trois. C'était de la folie, une folie qui allait me tuer. Mais quand Marguerite m'embrassa, quand toutes les trois commencèrent à me toucher simultanément, mon corps trahit ma raison. J'étais jeune, j'étais un homme. J'avais été isolé et privé de contact humain pendant des années, et une part primitive de moi voulait croire que cela pouvait être réel, qu'elle me considérait vraiment comme leur égale, que c'était plus que de simples dames blanches blasées jouant avec un esclave exotique. Ce qui s'est passé cette nuit-là fut à la fois l'expérience la plus intime et la plus déshumanisante de ma vie. Elles ont fait de moi une complice d'une intimité collective, toutes les trois simultanément, comme elles le faisaient pour tout. Il n'y avait plus aucune individualité, aucun lien particulier avec aucune d'elles. J'étais un objet partagé, utilisé par trois femmes, qui formaient en réalité une entité tripartite, alors qu'elles s'habillaient et se souriaient, partagées dans une complicité fraternelle qui m'était inaccessible. La réalité me frappa de plein fouet. J'avais franchi la ligne rouge de la société coloniale, j'avais touché des femmes blanches. Si cela était découvert, je serais torturé à mort en public. Il n'y aurait ni procès, ni défense. Seulement une mort lente et atroce, un exemple terrifiant pour tous les autres esclaves. Vous vous rendez compte, dis-je d'une voix creuse, que j'ai été tué la nuit dernière? Si quelqu'un découvre ce que nous avons fait, je suis mort. Personne ne le saura, répondit Marguerite avec assurance. Nous sommes prudents. Et nous te protégerons, Gabriel, nous te le promettons. Des promesses en l'air. Mais que pouvais-je faire? Refuser maintenant était aussi dangereux que consentir auparavant. Si j'essayais de m'arrêter, il pourrait interpréter cela comme un refus et m'accuser d'insubordination. Pire encore, il pourrait se venger et inventer des accusations de tentative de viol. J'étais pris au piège. Quoi que je fasse à partir de ce moment-là, j'étais condamné. Les rencontres se poursuivirent tout au long des mois d'août et de septembre. Toujours tous les trois ensemble, me traitant toujours comme leur propriété partagée. Et oui, il y eut des moments de plaisir physique. Mon corps réagissait indépendamment de la terreur constante qui m'habitait. Mais chaque rencontre s'accompagnait de la conscience que je creusais ma propre tombe, toujours plus profondément. Pire encore, j'ai commencé à comprendre que pour les triplés, c'était un jeu. Elles étaient sincèrement attirées par moi, certes,
Mais elles se rebellaient aussi contre leur père autoritaire, contre leur société étouffante, contre les mariages arrangés qui les attendaient. J'étais l'instrument idéal de leur rébellion, la transgression ultime, le tabou suprême. Posséder une esclave sexuelle représentait le pouvoir absolu, surtout pour des femmes qui avaient si peu de pouvoir dans d'autres domaines de leur vie. Ils ne m'ont jamais demandé ce que je voulais vraiment. Ils ne m'ont jamais demandé si j'avais peur. Ils n'ont jamais reconnu le déséquilibre fondamental de notre situation. Pour eux, la transgression était excitante, libératrice. Pour moi, c'était un piège mortel qui se resserrait à chaque rencontre. En octobre, j'ai compris que quelque chose avait changé. Les triplés ont annulé plusieurs rendez-vous, prétextant être malades. Lorsqu'ils ont finalement repris contact avec moi, une nouvelle tension s'était installée entre eux, des chuchotements précipités, des regards chargés d'émotions que je ne parvenais pas à déchiffrer. C'est Isabelle, toujours la plus émotive et la moins réservée, qui me l'a finalement annoncé en novembre. Elle est venue seule à mon bureau un après-midi, ce qui était inhabituel. Les sœurs faisaient toujours tout ensemble. « Gabrielle, dit-elle d'une voix tremblante, nous sommes enceintes. Toutes les trois, toutes en même temps. Le monde s'est arrêté, littéralement. J'ai entendu les mots, mais mon cerveau refusait de les assimiler. Enceinte, mes 3 enfants. Comment ai-je commencé? Mais bien sûr, je le savais. La vraie question était, comment ont-ils pu laisser cela se produire? Il existait des méthodes, des remèdes à base de plantes, des pratiques que les femmes de l'époque coloniale utilisaient pour éviter les grossesses non désirées. Les triplés étaient suffisamment instruits pour les connaître, à moins qu'elles ne souhaitent tomber enceintes. Était-ce un accident? Ai-je réussi à demander, même si je connaissais la réponse. Isabelle ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Marguerite, elle a dit que si nous tombions enceintes toutes les 3 en même temps, papa ne pourrait pas nous marier à des prétendants différents. Nous serions obligés de rester ensemble. Et peut-être pourrions-nous trouver un moyen de te garder auprès de nous. L'horreur absolue m'envahit. Elles étaient tombées enceintes délibérément. Elles avaient utilisé mon corps pour créer une situation qui les empêcherait d'être séparées. Et dans la logique absurde des privilèges aristocratiques, elles s'étaient persuadées que tout cela pouvait bien se terminer, qu'elles pouvaient expliquer 3 grossesses simultanées sans nous anéantir. Isabelle, dis-je d'une voix plus dure que je ne l'aurais voulu, tu m'as tué. Tu comprends? Quand ces enfants naîtront, s'ils sont visiblement métis, tout le monde le saura. Et je mourrai, pas vite, pas dans la miséricorde. Je mourrai lentement, torturé en public, tandis que toi, tu seras peut-être déshérité, tu affronteras peut-être le scandale, mais tu survivras. Parce que tu es blanche et riche. Je suis la seule à payer le prix ultime. Les larmes coulaient sur son visage. Je suis tellement désolé. Ça ne devait pas se passer comme ça. On n'y avait pas pensé. Exactement, l'interrompis-je. Tu n'y as pas pensé, parce que tu n'as jamais eu à penser aux conséquences. Les conséquences retombent toujours sur les gens comme moi. J'aurais dû fuir sur le champ, j'aurais dû voler assez d'argent pour m'embarquer sur un navire, j'aurais dû tenter de rejoindre l'une des communautés d'esclaves fugitifs dans les montagnes de la Martinique. Mais où un noir pouvait-il se réfugier sur une île colonisée? Il n'y avait ni liberté, ni sécurité, aucun endroit où le bras long de la loi coloniale ne puisse m'atteindre. Alors, je suis resté, et j'ai attendu. Et j'ai vu les ventres des triplés grossir tout au long de l'hiver et du printemps, chaque jour me rapprochant de mon exécution inévitable. Laurent Beaumont a été informé des grossesses en décembre. Les triplés ont inventé une histoire rocambolesque. Elles auraient été séduites par un officier de marine français de passage qui leur aurait promis le mariage avant de disparaître. C'était un mensonge éhonté, mais Laurent voulait y croire. L'alternative était inconcevable. Durant ces mois, il m'a gardé près de lui, me faisant confiance pour veiller aux besoins médicaux de ses filles, organiser la venue des sages-femmes et faire preuve d'une discrétion absolue. L'ironie était grotesque. Le père des enfants était contraint d'organiser des préparatifs de naissance qui révéleraient sa paternité et causeraient sa mort. Les bébés naquirent en juin 1762.
lors de la nuit la plus chaude qu'ait connue la Martinique depuis des décennies. Marguerite donna naissance la première à une fille, puis Sophie à des jumeaux, puis Isabelle à une autre fille, 4 bébés en 6 heures, tous nés pendant une tempête tropicale qui fit trembler toute la maison. J'étais en bas, officiellement chargé de tenir les registres des fournitures médicales, mais en réalité, je tremblais de tous mes membres, attendant l'inévitable. Quand la sage-femme est descendue, son visage était aussi pâle qu'un fantôme. « Les bébés, murmura-t-elle à Laurent, tous, ils ne sont pas blancs. » Le silence qui suivit fut un silence apocalyptique. Laurent monta lentement les escaliers, tel un homme marchant vers son exécution. Un quart d'heure plus tard, ses cris firent trembler toute la maison. « Gabriel !» Je suis monté à l'étage. Quel autre choix avais-je? Fuir aurait immédiatement confirmé ma culpabilité. Alors je suis monté dans la chambre où 4 bébés pleuraient dans leur berceau. 4 enfants métis à la peau claire couleur caramel, aux cheveux qui promettaient des boucles serrées, aux traits mêlant à parts égales ceux de Beaumont et d'Afrique. Laurent m'a attrapé par le cou. « Tu as touché à mes filles? Toi, une esclave, tu as osé toucher à des femmes blanches ?» J'aurais pu mentir. J'aurais pu nier, forcer les triplés à avouer qu'ils m'avaient cherché. Mais j'ai regardé ces 4 bébés, mes enfants, ma chair et mon sang, et j'ai su que je ne pouvais pas mourir en lâche. « Ils sont venus me voir, monsieur, » dis-je calmement. À plusieurs reprises, je les ai avertis des conséquences. Ils n'en ont rien eu à faire. Et moi, je n'avais pas le pouvoir de refuser quoi que ce soit aux femmes blanches. Mais oui, ce sont mes enfants. Laurent me lâcha et recula de 3 pas, comme si ma présence le brûlait physiquement. « Vos enfants », répéta-t-il d'une voix creuse. Un esclave qui revendique la paternité des petits-enfants de la famille Beaumont. Paternité biologique, ai-je corrigé, car en ce moment de condamnation finale, la précision me semblait essentielle. Ils ne seront jamais reconnus comme les miens, mais ils sont nés de mon sang, de mon corps. Cette vérité existe, que vous l'admettiez ou non. C'est alors Marguerite qui prit la parole, d'une voix étonnamment ferme. « Père, c'était consenti. Nous l'avons poursuivi. Nous avons insisté. Gabriel a essayé de résister. S'il y a quelqu'un à punir, c'est nous. »« Consentement !» cracha Laurent comme du poison. « Il n'y a pas de consentement entre une blanche et un esclave. Il n'y a que du crime. Un crime qui exige la peine maximale. Il a ordonné qu'on m'enchaîne à la cave. J'y ai passé 3 jours, sans nourriture, avec à peine de l'eau, à attendre qu'il vienne me torturer à mort. Mais quelque chose se passait à l'étage. Des disputes enflammées, des cris, des larmes. Les triplés se battaient pour ma vie comme jamais auparavant. Le 4e jour, Laurent descendit à la cave. Son visage paraissait pluvieux, comme s'il avait pris des années en quelques jours. « Gabriel, dit-il, mes filles m'ont fait chanter. Elles ont menacé de révéler toute la vérité au grand jour, de ruiner complètement le nom des Beaumont si je ne te laissais pas la vie sauve. Et elles tiennent les bébés dans leurs bras quand elles profèrent ces menaces, comme si j'osais leur faire du mal alors qu'elles tiennent leur abomination. » Il marqua une pause, visiblement en proie à la difficulté pour trouver ses mots. « Vous serez vendus. Non pas à des plantations de canne à sucre à Saint-Domingue, où vous mourriez en quelques mois, mais à un marchand de la Nouvelle-Orléans qui a besoin d'une secrétaire instruite. Vous vivrez, mais vous ne reverrez jamais ces enfants. Vous ne retournerez jamais en Martinique. Vous n'aurez plus jamais de contact avec mes filles. Vous disparaîtrez tout simplement de l'histoire de la famille Beaumont. » C'était une clémence relative, et nous le savions tous les deux. Je devrais être reconnaissant de ne pas avoir été torturé à mort, mais en regardant Laurent Beaumont, en voyant la haine absolue dans ses yeux, je compris que cette clémence était une autre forme de châtiment. Je vivrais, certes, mais en sachant que j'aurais 4 enfants que je ne rencontrerais jamais, qui grandiraient sans savoir qui était leur père, existant dans un entre-deux racial que la société coloniale avait transformé en supplice. « Les bébés ?» ai-je demandé. « Que va-t-il leur arriver ?» « Cela, dit froidement Laurent, ne vous regarde plus. Vous avez perdu tout droit de poser des questions à leur sujet dès l'instant où vous avez touché à mes filles. J'ai été déporté à la Nouvelle-Orléans en juillet 1762,
On ne m'a pas permis de dire adieu aux triplés. On ne m'a pas permis de revoir les bébés une dernière fois. J'ai simplement été enchaîné, embarqué sur un navire et emmené hors de l'île comme une tumeur qu'on excise. Le voyage en Louisiane a duré 6 semaines. Pendant tout ce temps, j'ai oscillé entre le soulagement d'être en vie et le désespoir d'avoir laissé derrière moi 4 enfants qui ne sauraient jamais qui j'étais. J'écrivais des lettres, sachant qu'elles ne seraient jamais envoyées, mais j'avais besoin d'extérioriser ma douleur d'une manière ou d'une autre. Des lettres à mes enfants, pour leur expliquer qui j'étais, m'excuser de ne pas avoir pu les protéger, les supplier de trouver un moyen de vivre dignement malgré les circonstances impossibles de leur naissance. Ces lettres ont été découvertes des décennies plus tard après ma mort. C'est grâce à elles que vous connaissez aujourd'hui cette histoire de mon point de vue. La Nouvelle-Orléans de 1762 était une ville étrange, nominalement française, mais avec une population croissante de créoles, d'Africains libres, d'esclaves et d'Amérindiens, tous mêlés d'une façon que la société française métropolitaine jugeait scandaleuse. Mon nouveau propriétaire, Pierre Lafitte, était un marchand qui avait besoin de quelqu'un pour gérer ses comptes et sa correspondance. Il me traitait bien, autant qu'on peut traiter un être humain. Mais j'étais brisé. Vivre à la Nouvelle-Orléans, même dans des conditions relativement meilleures que celles des autres esclaves, revenait à exister comme une coquille vide. Chaque enfant métis que je croisais dans la rue me faisait penser au mien. Chaque paire de triplés d'oiseaux ou de fleurs me rappelait les sœurs Beaumont. Je fonctionnais, je travaillais, je survivais. Mais je ne vivais pas vraiment. En 1764, j'ai accompli un exploit. Lafitte, impressionné par mes compétences et peut-être touché par une certaine compassion, m'offrit la possibilité de racheter ma liberté. Il me faudrait des années d'économie avec mon maigre salaire, mais c'était possible. Pour la première fois depuis le Sénégal, la liberté était un horizon tangible. J'ai travaillé sans relâche, j'ai économisé le moindre sou, et en 1768, à l'âge de 28 ans, j'ai racheté ma liberté. Gabriel, ancien esclave, est devenu Gabriel, homme de couleur libre. La liberté a fait naître une possibilité qui semblait un fantasme impossible. Enquêter sur le sort de mes enfants. J'ai dépensé une petite fortune en pots de vin, pour corrompre des fonctionnaires, en épluchant les registres des navires, en achetant des informations auprès de marins. Et finalement, j'ai découvert la vérité. Les 4 enfants avaient été renvoyés à Bordeaux avec les triplés en 1763. Laurent avait tenté d'étouffer le scandale en inventant une histoire d'orphelins coloniaux adoptés par charité. La société bordelaise n'y a jamais vraiment cru, mais avec suffisamment d'argent et de pouvoir, même les mensonges les plus flagrants peuvent être socialement acceptés. Les enfants, 2 garçons prénommés Jacques et Philippe, 2 filles prénommées Marie et Céline, étaient élevés au château de Beaumont, aux abords de Bordeaux. Officiellement, ils étaient cousins éloignés. Officieusement, leur lien de parenté était un secret de polichinelle. Tout le monde le savait, mais personne ne s'en étonnait. Et les triplés, Marguerite, Sophie et Isabelle, ne se marièrent jamais. Le scandale, même partiellement étouffé, les avait marquées à jamais. Elles vécurent recluses dans le château, consacrant leur vie à l'éducation de leurs 4 enfants métis. J'ai alors pris une décision qui allait me définir pour le reste de ma vie. J'irai à Bordeaux. Je verrai mes enfants, même de loin, même s'ils ne savaient jamais qui j'étais. Le voyage de la Nouvelle-Orléans à Bordeaux en 1770 dura 2 mois. Je voyageais en tant qu'homme de couleur libre, muni de papiers, attestant de ma liberté, et en soudoyant les douaniers qui doutaient de la véritable liberté des Africains. Lorsque j'arrivai enfin à Bordeaux, la ville qui avait financé mon esclavage grâce à son florissant commerce triangulaire, j'éprouvais un mélange de colère et une sorte de sentiment d'accomplissement. Il m'a fallu des semaines pour localiser le château Beaumont et encore plus pour trouver un moyen de l'observer sans éveiller les soupçons. Finalement, j'ai soudoyé un des jardiniers pour qu'il m'embauche comme saisonnier pendant les vendanges. Et là, enfin, je les ai vus. Jacques et Philippe avaient 8 ans et couraient à travers les vignes avec l'énergie d'enfants en pleine santé. Marie et Céline, du même âge, étaient plus calmes, mais tout aussi vives. Tous les 4,
visiblement métis, tous les quatre beaux, tous les quatre ignoraient complètement que l'homme qui les observait depuis les vignes était leur père. J'ai travaillé dans cette propriété pendant 3 semaines. Chaque jour, j'observais mes enfants. J'entendais leurs rires. Je voyais leur personnalité s'affirmer. Jacques était un meneur né, Philippe un rêveur, Marie une femme de caractère, Céline une femme douce. Ils bénéficiaient d'une excellente éducation, portaient de beaux vêtements et mangeaient à leur faim. Matériellement, ils vivaient dans l'aisance, mais j'ai aussi constaté leur isolement. Les autres enfants de l'élite locale ne jouaient pas avec eux. Ils étaient des parias dorés, riches mais rejetés, instruits mais méprisés. Ils vivaient dans un entre-deux que la société coloniale avait créé pour les métis, ni esclaves, ni libres, ni noirs, ni blancs, flottant dans un espace indéfini qui mettait tout le monde mal à l'aise. Un jour, Philippe est venu à mon travail. Il m'avait vu lire pendant mes pauses déjeuner, on ne se refait pas, et il était curieux. « Savez-vous lire » demanda-t-il, sincèrement surpris qu'un ouvrier des vignes sache lire et écrire. « Oui », ai-je répondu, le cœur battant si fort que j'avais peur qu'il puisse m'entendre. « Qui vous a appris ça ?»« J'ai appris par moi-même, quand j'étais plus jeune. » Il m'observa avec une intelligence qui me rappelait terriblement la mienne à son âge. « D'où viens-tu ? Ta peau, tu es comme nous, ni tout à fait noire, ni tout à fait blanche. »« Je viens de Louisiane. » Ai-je partiellement menti. « Et oui, je suis métisse comme vous. Est-ce que les gens vous traitent mal à cause de ça ?» La question m'a piqué au vif, car je savais exactement pourquoi il la posait. « Parfois, ai-je admis. Mais j'ai aussi appris que notre existence dérange les gens parce qu'elle remet en question les catégories qu'ils utilisent pour organiser le monde, et que cela peut être une force, si nous sommes assez forts. » Philippe sourit, un sourire qui illumina tout son visage. Tante Marguerite dit quelque chose de similaire, que nous sommes spéciaux, pas étranges. Ta tante a raison, ai-je dit, et j'ai dû me détourner pour cacher mes larmes soudaines. Ce soir-là, j'ai donné rendez-vous au triplé. J'ai laissé un mot disant que je devais leur parler de une question urgente concernant les enfants. Le seul prétexte qui, j'en étais sûr, fonctionnerait. Ils m'ont trouvé dans un pavillon, à l'écart du jardin, à la nuit tombée. Lorsqu'ils sont entrés et ont vu qui j'étais, tous 3 se sont figés simultanément. « Gabriel » murmura Marguerite, « tu es vivant. Tu croyais que j'allais mourir ?» Il y avait de l'amertume dans ma voix que je ne pouvais pas cacher. « Papa a dit qu'il t'avait vendu à la Nouvelle-Orléans. Nous espérions que tu allais bien, mais sans nouvelles. Nous étions inquiets. Avait-il peur que je sois morte dans une plantation sordide ?» Ai-je conclu. « Non. J'ai réussi à racheter ma liberté, et je suis venu revoir mes enfants. » Un silence pesant s'installa entre nous. Tant de choses avaient changé. 8 ans, la distance qui les séparait, des expériences de vie radicalement différentes. Mais la dynamique fondamentale demeurait la même. Ils étaient blancs et riches, j'étais noir, et même si j'étais libre, je vivais en marge de la société. Sophie prit la parole la première. « Gabriel, si papa découvre que tu es ici, votre père est à Paris pour la saison. » L'interrompis-je. J'ai vérifié. Je ne suis pas là pour créer des problèmes. Je voulais juste. J'avais besoin de voir les enfants, de m'assurer qu'ils allaient bien. Oui, dit doucement Isabelle. Nous faisons tout notre possible pour les protéger, les éduquer, leur témoigner de l'amour. Mais ils ne savent pas qui je suis, n'était pas une question. Comment pourraient-ils, répondit Marguerite. La vérité anéantirait toute chance de mener une vie à peu près normale. C'est déjà suffisamment difficile d'être visiblement métis dans une société qui abhorre le métissage. S'ils savaient qu'ils avaient été conçus délibérément, fruit d'une liaison entre des femmes blanches et un esclave, alors je suis effacé, ai-je dit, non seulement de l'histoire de la famille Beaumont, mais aussi de la vie de mes propres enfants. Gabriel, dit Sophie en me prenant la main, un geste qui me fit sursauter. Tu es un homme bien. Tu l'as toujours été. Et oui, nous t'avons terriblement exploité. Nous étions jeunes, arrogants, égoïstes. Nous pensions pouvoir maîtriser les conséquences de nos actes parce que nous avions toujours tout contrôlé dans nos vies. Mais nous n'y sommes pas parvenus. Et tu en as payé le prix fort. Pas moi,
ai-je corrigé. Ces 4 enfants paient un prix bien plus élevé. Ils existent entre 2 mondes, n'appartenant à aucun. Et ils grandiront sans connaître la moitié de leur héritage, la moitié de qui ils sont. Marguerite me regarda droit dans les yeux. Alors dites-nous, que voulez-vous? Vengeance, reconnaissance, argent? Je veux, dis-je lentement, que mes enfants sachent que leur père n'était pas le monstre qui violait des femmes blanches, comme la société le supposerait si la vérité éclatait. Je veux qu'ils sachent que je pense à eux tous les jours, que je les aimerais si je le pouvais, que la moitié de leur identité leur vient de leurs fières origines africaines et non de la dégénérescence que les racistes leur attribuent. Nous avons discuté des heures durant cette nuit-là, et nous sommes parvenus à un accord. Les triplés écriraient des lettres à chaque enfant, scellées, à ouvrir à leur 21e anniversaire. Des lettres racontant toute la vérité, sur moi, sur les circonstances de leur conception, sur tout. J'écrirais aussi des lettres, partageant ce que je pouvais de mon histoire et de mes origines. Les enfants grandiraient dans l'ignorance, protégés de la vérité jusqu'à ce qu'ils soient assez âgés pour l'assimiler sans en être traumatisés. Mais un jour, ils sauraient. Ils connaîtraient toute l'histoire, et non plus les fragments édulcorés que la société leur laissait entrevoir. « Et toi » demanda Isabelle. « Que vas-tu faire maintenant ?»« Je retourne à la Nouvelle-Orléans, » ai-je répondu. « J'y ai construit ma vie. Petite, certes, mais la mienne. Je travaille comme comptable, je suis libre, je suis digne. Ce n'est pas la vie que j'aurais choisie si le monde avait été différent, mais c'est la vie que j'ai méritée. » Nous nous sommes dit adieu ce soir de septembre 1770. Les triplés avaient 31 ans et paraissaient plus âgés, marqués par des années de scandale et de réclusion. J'avais 30 ans, mais j'avais l'impression d'avoir vécu des siècles. « Gabriel, dit Marguerite avant mon départ, nous pardonneras-tu » C'était une question impossible. Pardonner aurait signifié que ce qui s'était passé était acceptable, réconciliable. Mais ça ne l'était pas. Ils avaient abusé de leurs privilèges pour faire de moi un objet de désir, et quand les conséquences ont éclaté, j'ai failli mourir, tandis qu'ils restaient protégés par leur richesse et leur statut de personne blanche. Non, ai-je dit honnêtement, je ne peux pas pardonner. Mais je peux lâcher prise, continuer à vivre, car nourrir la haine éternellement, c'est s'emprisonner soi-même, et j'ai déjà passé trop de temps en prison, au sens propre comme au figuré. Je suis retourné à la Nouvelle-Orléans et y ai vécu pendant 40 ans. J'ai épousé Thérèse, une femme de couleur libre, et nous avons eu 3 enfants. J'ai bâti une entreprise qui a connu un succès modeste. Je me suis impliqué dans la vie florissante de la communauté créole de la Nouvelle-Orléans. J'ai eu une vie imparfaite, marquée par la discrimination et les épreuves, mais une vie qui m'appartenait. Mais je n'ai jamais cessé de penser aux 4 enfants de Bordeaux. J'ai maintenu une correspondance occasionnelle avec les triplés par des voies discrètes. J'ai appris que Jacques avait finalement émigré en Louisiane en 1790, fuyant la Révolution française. Philippe est devenu médecin, malgré les obstacles raciaux. Marie a épousé un marchand créole martiniquais. Céline est devenue une artiste reconnue, ses peintures dépeignant la vie coloniale, avec un regard critique que peu de Blancs possédaient. Et en 1791, alors que tous les 4 atteignaient l'âge de 21 ans, les lettres furent remises. J'ignore précisément comment chacun a réagi. Mais Jacques me retrouva à la Nouvelle-Orléans en 1793. Il avait 23 ans et portait les lettres. La sienne, celle que je lui avais écrite, tout. « Alors, dit-il en m'observant attentivement, vous êtes mon père. Biologiquement, oui, ai-je répondu. Mais tu as été élevé par des femmes courageuses qui t'ont donné tout ce qu'elles pouvaient. Ce sont tes vraies mères. Et vous, demanda-t-il, qu'êtes-vous? Je suis, dis-je avec précaution, l'homme qui t'a donné la vie mais n'a pas pu t'élever. L'homme qui a pensé à toi chaque jour pendant 23 ans. L'homme qui espère que ton existence, malgré toutes les complications, a valu la peine d'être vécue. Jacques sourit. Ce même sourire que j'avais vu lorsqu'il avait 8 ans et qu'il travaillait dans les vignes. « Merci, dit-il, et je suis ravi de vous rencontrer enfin. Nous avons passé 3 mois à discuter.
Il est resté à la Nouvelle-Orléans, a rencontré mes enfants, ses demi-frères et sœurs, et s'est intégré à la vie créole de la ville. Puis il est retourné en France, mais nous avons maintenu une correspondance jusqu'à ma mort. Je suis mort en 1810, à 70 ans. Un âge remarquable pour un homme qui avait survécu à la traversée de l'Atlantique, à l'esclavage, à une exécution évitée de justesse et à des décennies passées dans une société raciste. Mes fils, officiellement, ont hérité de mon entreprise. Ils ont conservé mes lettres et mes écrits. Et l'histoire de l'esclave qui a mis enceinte les 3 filles du riche fermier et qui a presque détruit Bordeaux. Pendant des décennies, cette rumeur a circulé à voix basse. Certaines versions me dépeignaient comme un prédateur séducteur, d'autres comme une victime de femmes blanches lubriques. La vérité, comme toujours, était plus complexe que ces 2 extrêmes. Ce qui s'est réellement passé en Martinique entre 1761 et 1762 fut une collision entre désir, pouvoir et systèmes oppressifs qui rendit impossible toute interaction véritablement égalitaire. Les triplés Beaumont ont abusé de leurs privilèges pour m'utiliser d'une manière à laquelle je ne pouvais refuser. Mais ils éprouvaient aussi de véritables sentiments pour moi. Et lorsque les conséquences menaçaient de me coûter la vie, ils se sont battus pour me sauver d'une manière qu'aucune autre femme blanche n'aurait osé faire. Oui, j'ai participé. Mais participer sous la contrainte systémique n'est pas un véritable consentement. Pourtant, je n'étais pas totalement passive. J'ai eu des moments d'autonomie, des choix parmi un éventail limité de mauvaises options. Et 4 enfants naquirent. 4 vies humaines, chacune avec son propre parcours, ses propres triomphes et ses propres tragédies et sa propre descendance. Aujourd'hui, il existe probablement des centaines de personnes porteuses de mes gènes, mêlées à ceux des triplés Beaumont, dispersés en Louisiane, en France, dans les Caraïbes, et qui sait où encore. Nous sommes tous le fruit d'histoires complexes, des histoires d'amour et de violence, de choix et de contraintes, de privilèges et d'oppression. L'esclavage colonial français a engendré des milliers de Gabriels, des hommes et des femmes réduits en esclavage, exploités sexuellement par leurs maîtres, qui ont donné naissance à des enfants métis dans des circonstances allant du viol pur et simple à une ambiguïté éthique, et qui ont vécu et sont morts sans reconnaissance ni justice. Mon histoire n'est qu'une parmi tant d'autres. Mais c'est la mienne, et je la raconte de mon propre point de vue, sans le filtre des journaux intimes de femmes blanches ni des archives des maîtres coloniaux. J'étais Gabriel. J'ai survécu, et mon sang, mêlé mais non détruit, coule encore. Et vous qui écoutez ceci en 2025, qu'en pensez-vous? Un véritable consentement est-il possible entre des personnes séparées par un tel gouffre de pouvoir? Les triplés étaient-ils coupables ou victimes d'un système qui étouffait tout le monde? Mes 4 enfants métis sont-ils le fruit de l'amour ou d'une transgression égoïste? Partagez vos réflexions. Il n'y a pas de réponse facile. Seule la complexité persistante de l'existence humaine au sein de systèmes inhumains est à prendre en compte. Inscrivez-vous pour découvrir d'autres récits racontés du point de vue de ceux qui les ont vécus, et non de ceux qui les ont observés du haut de la hiérarchie sociale. Voilà mon histoire, l'histoire de l'homme qui a failli détruire Bordeaux simplement par sa présence, là où les femmes blanches avaient décidé qu'elles me désiraient.